6 semaines après la mort de Mahsa Amini, les manifestations contre le pouvoir religieux continuent en Iran et à travers le monde. En Italie, Giorgia Meloni a prêté serment devant le président Sergio Mattarella. La dirigeante d'extrême droite devient la première femme de l'histoire à diriger l'exécutif italien. La bataille de l'électricité continue en Ukraine. Kiev accuse Moscou d'avoir privé de courant 1,2 million de personnes. La course pour succéder à Liz Truss au 10 Downing Street bat son plein. Boris Johnson est revenu à Londres sans pour autant se déclarer candidat. Tim Burton a reçu le 14e prix Lumière vendredi à Lyon. Le cinéaste américain a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre. À Berlin, près de 80 000 personnes ont défilé en soutien aux manifestations en Iran, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, qui entre dans leur 6e semaine. Le décès de la jeune fille de 22 ans après son arrestation pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict des femmes en Iran a alimenté un immense mouvement de contestation du pouvoir des religieux. Enfin, nous avons cette chance et nous voulons l'utiliser pour montrer au monde que nous ne voulons pas de ce gouvernement, nous voulons le changer. Notre objectif, notre destin est donc le même. Aujourd'hui, nous voulons le crier ensemble. Nous vivons en Hollande et nous sommes venus ici juste pour cette journée. C'est tellement important pour nous d'être ici, d'être la voix du peuple d'Iran qui va être tué dans les rues. Et ce n'est plus une manifestation, c'est une révolution en Iran. À Tokyo, au Japon, des Iraniens et des sympathisants du mouvement ont participé à un rassemblement pour le droit des femmes. Les manifestants ont défilé avec des portraits de Mahsa Amini et d'autres jeunes tués dans la répression. Une répression qui a fait 122 morts selon les ONG. En Iran, des milliers d'hommes et de femmes continuent de descendre dans les rues, comme sur ces images tournées ce samedi à l'université de Tabriz, dans le nord-ouest du pays. À Téhéran également, les étudiants ont manifesté au cri de « Femmes, vie, liberté », le slogan qui a désormais fait le tour du monde. L'Italie entame un nouveau chapitre de son histoire. Giorgia Meloni arrive au palais du Quirinal à Rome, tandis que ses ministres patientent. Vainqueur des élections fin septembre avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia, qui a recueilli 26% des voix, la nouvelle première ministre pénètre dans le palais accompagnée du président Sergio Mattarella. Sous les ors de l'ancienne résidence des papes et des rois, elle est la première à prêter serment, jurant fidélité à la République, aux lois, à la Constitution et à la nation. Ses partenaires de coalition, nommés vice-premier ministre, la suivent. Antonio Tajani, leader de Forza Italia, et nouveau ministre des Affaires étrangères aux orientations pro-européennes et atlantistes. Vient ensuite Matteo Salvini, le leader de la Ligue, populiste d'extrême droite, qui doit se contenter du portefeuille des infrastructures, lui qui convoitait l'intérieur. Sur 24 ministres figurent seulement 6 femmes, cantonnées à des postes mineurs. La passation de pouvoir avec Mario Draghi se tiendra dimanche matin et sera suivie du premier conseil des ministres. De nouvelles frappes russes ont visé samedi des infrastructures énergétiques dans l'ouest de l'Ukraine. Des responsables ont fait état de coupures de courant dans plusieurs régions du pays. Selon un conseiller de la présidence ukrainienne, plus de 1,2 million de personnes y sont actuellement sans électricité. Ces frappes faites pour faire fuir la population civile se multiplient depuis plusieurs jours. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé Moscou d'avoir à nouveau mené une attaque massive en Ukraine. 36 roquettes auraient ainsi été tirées dans la nuit de vendredi à samedi, alors que la contre-offensive des forces de Kiev se poursuit à Kherson, Mykolaiv ou Donetsk. Le porte-parole du ministère de la Défense russe a ainsi indiqué ce samedi que ses forces avaient repoussé des tentatives d'offensive dans les régions de Louhansk et de Donetsk. À Kherson, ville annexée par la Russie, dans le sud de l'Ukraine, les autorités pro-Kremlin ont demandé samedi aux civils de quitter la ville immédiatement face à l'avancée des forces de Kiev. Environ 25 000 personnes auraient déjà été évacuées. Désemparés, certains fuient en train vers la Russie, sans savoir s'ils reverront un jour leur foyer.
L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, de retour à Londres ce samedi. Après des vacances aux Caraïbes, il est réapparu publiquement en pleine course au parrainage pour prendre la suite de Liz Truss. S'il n'a pas encore officialisé sa candidature, pour ses plus proches soutiens, son retour ne fait plus aucun doute. 3 mois après avoir été forcé à démissionner, cerné par les révélations du Partygate. Dans cette course à l'investiture, seule Penny Mordaunt, la leader de la Chambre des communes, s'est pour l'instant déclarée, mais elle est loin d'être la favorite des sondages. Celui qui fait la course en tête pour l'instant s'appelle Rishi Sunak, l'ancien chancelier de l'échiquier de Boris Johnson. Il s'était incliné face à Liz Truss lors de la primaire, mais son expérience et son sérieux budgétaire pourraient aujourd'hui lui permettre d'accéder au 10 Downing Street. Sans s'être non plus officiellement déclaré, il aurait déjà décroché les 100 parrainages de députés conservateurs, seuil limite pour prendre part au scrutin. Les candidats ont jusqu'à lundi après-midi pour obtenir ces signatures. Clap de fin sans grande surprise pour le 20e congrès du Parti communiste chinois à Pékin. Clôturé ce samedi après une semaine de délibération à huis clos, il doit tracer les grandes lignes politiques pour les 5 années à venir, mais surtout couronner le président Xi Jinping d'un 3e mandat. Une décision inédite qui ouvre la voie à une présidence à vie pour le dirigeant de 69 ans. À l'issue de la cérémonie de clôture, l'homme fort de Pékin a triomphalement appelé les membres du parti à oser se battre pour la victoire. Un discours prononcé devant 2300 délégués choisis par les instances du PCC pour remanier l'équipe dirigeante du parti et son comité central. Scène inhabituelle dans cette cérémonie très chorégraphiée, l'ancien président Hu Jintao, assis à côté de Xi Jinping, escorté contre son gré vers la sortie par des employés juste avant les votes sur les statuts du parti. Un incident étonnant et humiliant pour l'ex-dirigeant qui n'a pas été commenté par les médias chinois. La composition du nouveau comité central, parlement interne au parti, a également été adoptée. Selon les experts, la grande majorité d'entre eux seraient des personnes loyales à Xi Jinping qui devraient lui permettre d'imposer sans résistance ses projets politiques. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Berlin pour une politique plus solidaire face à la crise énergétique. Selon les organisateurs, ils étaient environ 6 000, 1800 selon la police. L'Allemagne a connu près de 8% d'inflation en 2022. Le gouvernement a dévoilé fin septembre un plan de 200 milliards d'euros pour subventionner jusqu'en 2024 les prix de l'énergie. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Ils accusent la communauté internationale de prendre parti en faveur des rebelles tigréens en leur fournissant des armes. La manifestation intervient au lendemain de l'annonce par les autorités rebelles du Tigré de leur participation au pourparlers de paix prévu lundi en Afrique du Sud sous l'égide de l'Union africaine. Au Nigeria, 500 personnes sont mortes dans des inondations qui frappent le pays ces dernières semaines. Près d'1,5 million d'habitants ont été forcés à fuir leur foyer dans le sud-est du pays. Chaque année, la saison des pluies fait des morts au Nigeria, y compris dans les zones désertiques du nord. Mais le bilan est en effet particulièrement lourd cette année. Une catastrophe qui pourrait arriver de plus en plus souvent avec le changement climatique. Une soirée inoubliable pour un cinéaste légendaire. Ce vendredi soir à la Cité internationale de Lyon, sous les applaudissements de ses fans et de plusieurs stars du grand écran, Tim Burton a reçu le prix Lumière qui récompense l'ensemble de sa carrière. Une cérémonie qui a ému aux larmes le réalisateur d'Édouard aux mains d'argent et de Charlie et la chocolaterie. Pour moi, honnêtement, je peux dire que je n'avais jamais ressenti autant de choses en un seul endroit auparavant. Et donc je suis sans voix. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Connu pour ses films à la fois sombres et tendres, le cinéaste s'est fait une place à part dans le paysage hollywoodien et a influencé des dizaines de cinéastes et d'artistes. Tim Burton, il aime montrer des monstres, il aime montrer des choses qui sont jugées comme effrayantes ou repoussantes pour la société, mais lui, il montre leur sensibilité et leur beauté. C'est toute une poésie qui lui est complètement propre et il a vraiment un travail qui est très particulier. Ça se voit qu'il y met du cœur derrière, on ressent tous ses sentiments à l'intérieur. Absent depuis la sortie de son film Dumbo en 2019, Tim Burton va faire son grand retour au mois de novembre sur le petit écran avec une première série, Mercredi, inspirée de la famille Addams.